Vous écoutez Europe 1, il est 8h19. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez Michel Barnier, commissaire européen au marché intérieur et aux services. Messieurs, c'est à vous. Bienvenue Michel Barnier, bonjour. Bonjour aux auditeurs d'Europe 1. Et une hirondelle ne fait pas le printemps, paraît-il, aux côtés de François Hollande à l'Élysée. Jean-Pierre Jouyet, vous le connaissez, annonce-t-il un printemps européen. Depuis Jacques Delors, l'Europe, lui, il connaît. Jean-Pierre Jouyet a été ministre des Affaires européennes, il est très compétent et je pense que ce qui est important pour moi, pour nous, c'est la réforme, le progrès dont la France a besoin et c'est au président de la République de s'entourer pour réussir cette réforme des gens dont il a besoin. Mais là, c'est un expert qui a travaillé pour l'Europe auprès de Jacques Delors, Lionel Jospin, Nicolas Sarkozy. Il connaît les mécanismes de l'État, de l'économie, des finances. Est-ce que c'est de nature à rassurer vos collègues de Bruxelles? Ma réponse est oui. Alors, Harlem Désir, nommé aux affaires européennes, certes sous l'autorité de l'implacable Laurent Fabius, ça fait jaser. Son échec lui vaut une promotion. Qu'est-ce qu'on juge depuis Bruxelles? Jean-Pierre Jouyet pourra l'aider et Harlem Désir pourra lui demander des conseils. Non, ce qui me frappe, moi, c'est depuis 4 ans que je suis commissaire européen à Bruxelles, j'ai vu 6 ministres des Affaires européennes français. Et moi, je pense que l'influence française, puisqu'on parle de ça, sa capacité à agir, à convaincre, elle dépend de 2 choses. Des ministres qui durent, qui ont du temps pour connaître les autres, pour les respecter, pour les écouter, et puis aussi des ministres qui évitent d'invectiver Bruxelles. Oui, mais ce matin, on fait à Harlem Désir une tête de bouc émissaire, on l'entend partout, les journaux, les radios, les télés. Pour les Européens de Bruxelles, est-ce que ça a une importance? Ce qui a de l'importance, c'est d'avoir des ministres qui sont là et qui ne changent pas tous les 6 mois. Voilà ce qui a de l'importance. Après, il faut leur faire confiance. Et les autres pays, ils ont des ministres Non, j'ai jamais vu ça durent. ailleurs. Ah bon. J'ai jamais vu ça ailleurs. C'est pour ça que je dis que la France, si elle veut être influente, a besoin de ministres qui durent, qui font leur travail sérieusement et qui ne changent pas tous les ans. Est-ce que vous dites ça aussi pour les premiers ministres qui durent plus de 20 mois, 22 mois, 24 mois? Non, mais ne me demandez pas, comme commissaire européen à Jean-Pierre Elkabbach, de faire des commentaires sur les changements de gouvernement. Ce qui m'intéresse, moi, c'est est-ce que la France va se réformer pour elle-même, sans attendre d'ailleurs Bruxelles ou les autres. Nous avons des problèmes qui sont les nôtres, la dette, le déficit de compétitivité, les entreprises qui ont envie d'investir et qui sont découragées, c'est ça qui est en cause. Alors, quand vous entendez le nouveau Premier ministre et sa politique, Manuel Valls, est-ce que vous pensez qu'on est sur le bon chemin? Je pense qu'il est dans la bonne direction, mais qu'il doit aller plus loin et plus fort, qu'il devrait relire d'ailleurs un rapport fait par un homme de gauche qui sait de quoi il parle, Louis Gallois, tout est dedans, en plus du rapport de la Cour des comptes. C'est ça la feuille de route du gouvernement. Je pense que Manuel Valls va dans la bonne direction. Il peut lire aussi les rapports de la Cour des comptes qu'il doit connaître. Mais est-ce que le pacte de solidarité, Michel Barnier, avec ses priorités en faveur des entreprises et l'objectif de 50 milliards de baisse des dépenses publiques et sociales en 3 ans, vaudront à la France, si elle le demande, un nouveau sursis délai? Je ne crois pas que la France doive se mettre dans la situation de demander un nouveau sursis. Je pense qu'elle est capable de ne pas le demander. Si le pacte de responsabilité, faire confiance aux entreprises. J'étais très content d'entendre Manuel Valls dire que ce sont les entreprises qui créent des emplois et pas l'administration. Enfin, c'est aux entreprises, et notamment aux petites entreprises, qu'il faut faire confiance, qu'il faut arrêter d'assommer par des charges, par des contrats administratifs, par de l'instabilité fiscale et sociale. Si ces entreprises retrouve de la confiance, on peut gagner le pari du déficit. Et c'est pas pour faire plaisir, Jean-Pierre Elkabbach, ce n'est pas pour faire plaisir à Bruxelles, c'est pour nous-mêmes. Ce n'est pas supportable qu'on ait 47 milliards d'euros à payer par an en France, plus que l'éducation nationale pour payer la dette. Mais vous recommandez qu'on ne demande pas, là, un nouveau délai? Je pense que la France doit se mettre dans la situation de tenir ses engagements, ceux qui ont été réaffirmés par le président de la République, et de ne pas casser, ce que je peux dire, le pacte de confiance avec les autres pays européens. Oui, mais elle est déjà sous surveillance, la France. Elle est sous surveillance parce qu'elle ne respecte pas la trajectoire et donc je souhaite qu'elle se remette dans cette trajectoire. Encore une fois, ce n'est pas Bruxelles qui est en cause. Mais c'est à Bruxelles, par exemple, c'est à vous que le Premier ministre va remettre le détail du programme budgétaire et du programme économique. Conformément au traité européen que le gouvernement et la majorité ont soutenu. Comme tous les autres pays le font. Mais il va vous être envoyé à Bruxelles à la fin avril. Ce que j'essaye de dire et de dire aux auditeurs, c'est que la dette française, c'est une dette de la France. Ce n'est pas Bruxelles qui l'a demandé. Ce n'est pas Bruxelles qui nous a demandé
d'avoir une dette de 94% de notre PIB, de ne jamais avoir un budget en équilibre depuis 40 ans. Ça, c'est notre problème et notre faiblesse et nous devons le régler pour nous-mêmes et pour nos enfants. Mais c'est vous qui allez juger, Oui, sans être un parce tribunal. que là, une des leçons de la crise, et on parlait ce matin sur votre antenne de la Grèce qui est en train de s'en sortir grâce à ses efforts, une des leçons de la crise, c'est qu'en Europe, le problème de l'un devient très vite le problème de tous. Et donc la faiblesse de la France, c'est la faiblesse de toute l'Europe. Voilà pourquoi nous avons intérêt à cette surveillance, à ce règlement de copropriété que nous, commissaires, dans un rôle difficile mais nécessaire, Très bien. nous gérons. Sans vous énerver. Non, je ne suis pas énervé, je suis véhément. Si on vous adresse le programme économique et financier et budgétaire, vous répondrez, vous, Bruxelles, collectivement, au bout de combien de temps pour faire vos recommandations ? Au mois de juin, et nous le ferons pour la France et pour tous les autres pays. C'est ça aussi la garantie que nous donnons. Le problème de l'un ne doit pas devenir le problème de tous, et donc nous devons co-gérer cette propriété qu'est l'Europe ensemble. Si la France continue sans faire ces vraies réformes que vous suggérez, est-ce qu'elle peut être l'objet de menaces de sanctions ou de sanctions ? Il y a des procédures, y compris les plus sévères de sanctions, mais franchement, ne nous mettons pas dans cette situation. Je crois que c'est possible si on redonne confiance à ce pays, à l'économie territoriale et régionale qui ne demande qu'à s'exprimer, à investir, à innover, moins de contraintes, moins de charges, moins d'impôts. Et c'est l'effort qu'il faut faire, non pas en augmentant les impôts comme on l'a fait depuis trop longtemps, mais en diminuant les dépenses, et c'est possible. Ce pays a des frais de fonctionnement trop importants. Vous avez confiance ? J'ai confiance parce que François Hollande est européen et qu'il sait aussi, en charge de l'intérêt national, ce qu'il faut faire. Donc j'ai confiance dans cette capacité. Je vais ajouter une chose, Jean-Pierre Elkabbach. Je souhaite que le gouvernement ait le courage de réformer. Et je souhaite, s'il a le courage de réformer, que l'opposition ait le courage de le soutenir. Ah, ça c'est un appel à vos amis de l'UMP. Oui, je dis bien les deux éléments. Si le gouvernement réforme dans l'esprit du rapport Gallois, dans l'intérêt national, c'est une question d'intelligence nationale que d'avoir un accord politique droite-gauche, syndicat-patronat, pour que la France soit dans le progrès et dans la réforme. En annexe de votre livre, vous publiez un tableau qui est effrayant. En 2050, les pays européens, y compris la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, pourraient disparaître du top 10 des économies mondiales. Quel remède pour ne pas être fichu ? C'est le titre de ce livre que je publie la semaine prochaine chez Gallimard, Se reposer ou être libre. La question des Européens, il faudra la poser dans la campagne européenne qui commence. C'est notre liberté. Et notre liberté d'être indépendant, d'être souverain, de ne pas être dans la main des marchés. Et ça dépend de nous. En 2050, c'est le temps de nos enfants. Nous n'aurons plus un seul pays dans le G8 européen. Mais donc, pour ça, vous proposez 6 chantiers. Sur la politique industrielle, vous recommandez une stratégie énergétique commune à l'Europe, sur le modèle allemand. Vous proposez beaucoup de choses, le continent, ce que vous appelez le continent. On a besoin de l'Europe et d'une Europe qui change, mais il faut être ensemble, sinon on est foutu. Oui, sinon on est dominé, sous-traitant. Je ne voulais pas dire foutu, j'ai dit fichu, vous dites foutu. Oui. Monsieur le commissaire européen, le numéro 1 italien, Matteo Renzi, appelle en ce moment au secours. L'Italie vient d'accueillir en 48 heures 4000 migrants et de nouvelles embarcations de fortune sont en train d'approcher des côtes. L'Europe est muette et depuis longtemps elle est impuissante. Qu'est-ce que ce matin vous pouvez dire qu'il faut faire ? Je pense que M. Renzi a raison d'appeler à la solidarité européenne. La question de l'accueil des immigrants illégaux, de la lutte contre les trafics qui manipulent ces hommes et ces femmes de manière honteuse, ce n'est pas une question italienne, maltaise, espagnole ou grecque, c'est une question européenne. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Nous avons déjà des soutiens financiers, ça ne suffit pas. Je pense qu'il faudrait que la protection civile, le secours, la solidarité soient européennes. C'est-à-dire des policiers, des médecins, des pompiers, je pense que la gestion des frontières doit être infirmières. commune, mais je pense que la protection civile, médecins, accueil de ces personnes et les soins doivent être européens à travers une force européenne de protection civile. Le livre est très intéressant. On voit ce que vous avez fait sur l'union bancaire, etc. hier, mais vous ne serez ni président de la Commission, Michel Barnier, ni du Parlement, ni député européen. On se demande à quoi sert votre incomparable connaissance et expérience de l'Europe. Ça ressemble à du gâchis. Dans 6 mois, quand vous serez plus commissaire, qu'est-ce que vous allez faire ? Je reviens dans mon pays si je ne suis plus commissaire et c'est probable que je ne le sois plus à la fin du mois d'octobre. Et je pense que j'ai, avec mon enthousiasme, mon énergie, ma capacité d'indignation et d'enthousiasme, la capacité d'être utile à la vie politique de mon pays. C'est-à-dire que vous intervenez pendant les élections européennes et puis ensuite peut-être les régionales. Nous verrons cela. Merci Michel Ça Barnier. veut pas dire non. Le nom de votre livre, Se reposer ou être libre, c'est publié chez Gallimard, ça sort donc dans une semaine. Et précision, les droits de cet ouvrage seront reversés à l'association Fraternité Universelle qui soutient le développement rural en Haïti. Merci à vous et bonne journée. Merci.